voulais présenter des excuses à Christiane Cause-Ochpoun, dont j'ai écorché le nom la première fois. Apparemment, c'est mieux cette fois-ci. Et donc, vous allez poursuivre cette présentation de l'après-guerre et vous allez précisément traiter le sujet une justice difficile, l'épuration des pasteurs en 1945. Mais auparavant, je vous présente, si du moins je retrouve mon papier, et voilà, c'est bon. Donc vous êtes historienne et par ailleurs autrice, vous êtes docteur en histoire, collaboratrice scientifique à la Freie Universität de Berlin et enseignante d'histoire. Vous avez des intérêts successifs et qui peuvent être tous intéressants pour la conférence qui va être maintenant la vôtre. Vous êtes intéressé au mouvement étudiant de mai 68 et à la critique du fascisme en Allemagne dans les années 60. Ça a été le sujet de votre thèse qui a été publiée en 2000. Vous avez vous êtes intéressé aussi à la mémoire conflictuelle autour de la guerre d'Algérie, qui a fait l'objet d'une publication conjointe avec Frank Renken, et ça s'appelle Trauma Algerienkrieg, zur Geschichte und Verarbeitung eines tabuisierten Konflikts. Et à l'heure actuelle, vous vous intéressez à l'épuration française de 1944 à 1953. Et vous l'étudiez dans le cadre d'une histoire de la dénonciation politique. Et c'est dans cette perspective que vous nous proposez donc votre contribution intitulée Une justice difficile, l'épuration des pasteurs en 1945. Merci beaucoup pour votre présentation. Inutile de vous dire que je suis très heureuse de pouvoir participer à un colloque que j'estime très important. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais me concentrer sur 3 points, comme il se doit, comme on m'a appris. Tout d'abord, je vais rapidement exposer les conceptions et les stratégies générales de l'épuration française depuis le lendemain de la libération jusqu'à l'amnistie de 1953. Puis, dans un deuxième temps, je vais montrer pourquoi et comment certaines mesures de sanctions prévues par la législation de l'épuration frappent tout particulièrement les pasteurs incriminés. Le troisième et dernier volet de ma communication est consacré au vécu des pasteurs alsaciens réprimés par la justice. Dans ce cadre restreint, et parce que je sais que vous êtes très sévère, je ne peux naturellement pas m'étendre sur tout. Je laisse de côté, par exemple, toute l'organisation et la conduite de cette répression. Les camps d'internement préventifs, notamment, dans lesquels pourtant bon nombre de pasteurs suspects sont rassemblés en attendant leur jugement, effectué entre autres par les chambres civiques. Dans mon exposé, je mets l'accent plutôt sur l'imaginaire social qui habite les épurateurs comme les épurés tout au long du processus de l'épuration. Mon intention est de leur donner le plus de paroles possible. D'où l'abondance et peut-être l'abus de citations dans ma communication, je m'en excuse d'avance. Faute de temps, la balance va pencher de préférence du côté des manières de sentir et de penser des épurateurs face aux pasteurs qu'ils ont à épurer. La parole des pasteurs, via les procès-verbaux ou leurs lettres de justification, sera considérée ailleurs, dans un autre colloque par exemple, ou dans une publication, peut-être dans les actes qui suivront ce colloque. En privilégiant l'étude des représentations sociales, mon approche s'inscrit volontiers dans l'historiographie renouvelée de l'épuration française. En effet, cette histoire renouvelée ne veut plus se limiter à la seule lecture judiciaire et juridique de l'épuration. Elle appréhende désormais le phénomène sous son aspect social. C'est pourquoi cette histoire privilégie clairement l'histoire de l'épuration professionnelle ordinaire
au sein de laquelle elle observe tout particulièrement le vécu de ceux et de celles qui ont été impliqués dans cette épuration. Certains historiens limitent cette approche à des groupes sociaux particuliers, la magistrature, la police, le monde médical, etc. D'autres historiens et historiennes effectuent une analyse sectorielle par l'étude d'une région, par exemple, la Bretagne, l'Anjou, etc. D'autres encore opèrent une coupe au niveau anthropologique, comme le cas des femmes tondues. En centrant mon regard sur l'épuration des pasteurs d'Alsace, donc sur un groupe social déterminé dans une région spécifique, tout en me basant sur les approches de l'histoire sociale et culturelle, ma communication d'aujourd'hui prend part à cette nouvelle école d'historiens de l'épuration dont l'historien Henri Rousseau a été le chef de file avec son livre « Le syndrome de Vichy ». Pour tous ces historiens, il s'agit avant tout de sortir d'une logique de mise en procès. Nous ne pouvons plus du tout être au service d'une politique quelle qu'elle soit, qui instrumentalise la recherche sur cette période pour juger et condamner, ou bien au contraire pour disculper et minorer. Alors ma démarche ici obéit à cet objectif, celui de ne pas aborder l'épuration des pasteurs dans une intention de procès, mais de l'appréhender pleinement comme un objet d'histoire. Frédéric Naud-Dufour a longuement parlé de cette question hier soir lors de la table ronde, donc je ne m'étendrai plus du tout là-dessus. Première partie, les conceptions et les stratégies de l'épuration. Dans la France de 1945, et dans un contexte de quasi-guerre civile, l'épuration devient un enjeu national majeur. Elle doit à la fois rendre justice aux victimes des collaborateurs et servir d'exutoire à la violence populaire, au règlement de compte et aux vengeances spontanées qui sévissent un peu partout après la libération, en Alsace aussi. Mais surtout, l'épuration doit servir à la refonte d'une unité nationale. Parmi tous les courants impliqués dans la mise en place de l'épuration, il y a ceux qui réclament une épuration radicale, de laquelle doit émerger une France nouvelle, dotée d'institutions nouvelles et d'hommes neufs issus pour la plupart de la résistance à la tête de la nation. En Alsace, ce courant politique est majoritaire dans les tout premiers temps de l'épuration. Il sera inflexible envers les pasteurs incriminés. Les gaullistes, le centre droit et une partie des socialistes, quant à eux, une épuration tempérée, toujours respectueuse de la légalité républicaine retrouvée après Vichy et surtout limitée dans le temps. Au mot épuration, De Gaulle préfère d'ailleurs le mot châtiment, qui vise en premier lieu le personnel dirigeant de Vichy et les grands collaborateurs sous l'occupation ou l'annexion. Pour le reste, dit-il, il s'agit de pardonner et d'oublier, puisque la France a besoin de tous ses fils. Cette conception gaullienne de l'épuration n'appelle donc pas à condamner un comportement collectif, mais à juger des pratiques individuelles. En mettant l'accent sur ceux qui ont trahi la France, le concept affermit en creux l'idée qu'il y a eu une France qui, elle, n'a pas trahi, qui n'a pas été éclaboussée. Ce concept, validé majoritairement dans le second temps de l'épuration, a jeté le voile sur la responsabilité de la société française sous l'occupation en Alsace, sous l'annexion. Il a finalement contribué à murer pour des décennies le débat national sur cette période charnière de l'histoire de France. En Alsace, comme dans toutes les autres régions françaises, la conduite gaulienne de l'épuration trouve son corollaire dans l'épuration judiciaire et professionnelle. Ici, cependant, un secteur professionnel
échappe à l'organisation de l'épuration professionnelle telle qu'elle est stipulée par les ordonnances de l'épuration. C'est le cas de l'Église d'Alsace. En effet, dans le cas des pasteurs alsaciens, l'épuration professionnelle n'est pas prise en charge par la profession elle-même, comme ailleurs où les comités interprofessionnels écartent les accusés des administrations publiques ou des entreprises privées. Ces comités proposent des sanctions aux magistrats, comme le déplacement d'office, la mise à la retraite d'office avec ou sans rémunération, ou bien l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer la profession. Pour les pasteurs et les curés, des services administratifs spéciaux sont créés à cet effet. Ces services procèdent à des enquêtes administratives, parfois sans en aviser la hiérarchie de l'Église, ou bien ces services refusent des nominations, là aussi, pour des motifs que la direction de l'Église ignore souvent. Tout au début de l'épuration, des enquêteurs, souvent issus, il est vrai, de la mouvance communiste, proposent quelquefois des sanctions complètement disproportionnées par rapport aux délits reprochés à des pasteurs ou à des prêtres. Il est vrai que rares sont les pasteurs qui s'impliquent eux-mêmes dans l'épuration de leur propre branche professionnelle. De fait, je n'ai trouvé qu'un seul cas dans les archives. Au contraire, l'Église manifeste très tôt le désir de protéger le métier contre ce qu'elle appelle les outrances de l'épuration. Ici, je ne peux pas m'empêcher de mentionner l'histoire suivante pour montrer la permanence de la conduite protectrice de l'Église envers les pasteurs menacés par la répression de l'État. À quelques mois de distance, certaines lettres de protestation provenant du directoire contre les mesures d'épuration en 1945 ressemblent ironiquement à celles écrites quelques mois plus tôt encore aux autorités allemandes pour défendre tels hommes d'Église accusés de faire de la propagande anti-allemande. Dans les deux cas, les lettres concernent surtout des relégations jugées arbitraires. À titre d'exemple, je peux citer la correspondance du pasteur Jean Bresch en 1945 pour défendre Maurer, laquelle s'apparente à la correspondance de Maurer d'avant 1945 pour secourir Bresch contre son bannissement. De fait, en 1945, beaucoup de pasteurs concernés ne ressentent pas leur épuration comme la répression pénale de leur choix idéologique et national durant l'annexion nazie. Ils jugent leur sanction comme un acte de vengeance politique envers l'Église protestante, voire contre la foi évangélique. Ce discours dépréciatif de l'épuration française, souvent partagé par la hiérarchie de l'Église elle-même, a longtemps empêché le débat de fond sur la séquence collaboration-épuration au sein du clergé protestant. Alors, contrairement à ce que M. Linhart a affirmé hier, j'ai moi-même subi la fermeture des archives de l'Église à mes recherches. Au directoire, on a souvent argumenté que cette obstruction était nécessaire à la protection du monde pastoral, et surtout que les archives n'étaient pas encore classées. Il faut ajouter que ce barrage s'est effectué avant l'ouverture des archives relatives à la période de l'épuration en 2015. Néanmoins, à l'époque, j'avais déjà obtenu, en tant qu'historienne de formation, j'avais déjà obtenu des dérogations individuelles de la part du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est un certain monsieur Juncker, je crois, Juncker, qui finalement a pris sur lui de m'ouvrir les archives de l'Église, enfin du directoire, et je l'en remercie encore maintenant.
après 10 ans. Alors, avec cette remarque, j'en arrive au second point de mon exposé, à savoir en quoi certaines mesures d'épuration sont délibérément appliquées aux pasteurs après 1945. Pour comprendre les sentiments victinaires des pasteurs face à l'épuration française, il faut souligner que cette épuration est complétée en Alsace par un véritable déminage idéologique. En effet, l'épuration n'y remplit pas seulement une fonction de justice et de répression, elle doit également contribuer à rattacher définitivement la région à la France, ceci notamment en éradiquant tout ce qui est allemand sur ce territoire. Pour dégager les influences allemandes, les administrateurs ciblent tout particulièrement les professions intellectuelles, les instituteurs parfois, des curés quelquefois, les pasteurs luthériens presque toujours, ces derniers étant perçus comme ayant été pour beaucoup, nous l'avons vu assez durant tout ce colloque, comme ayant été pour beaucoup les agents de la culture allemande en Alsace. Dès février 1945, le préfet du Bas-Rhin conçoit l'épuration dans la région de la façon suivante lorsqu'il écrit au ministre de l'Intérieur, je cite son rapport un petit peu long, envisageons maintenant le problème sous l'angle de la politique qui devra être pratiquée en Alsace pendant ces prochaines années si l'on veut éviter la formation d'un nouveau mouvement autonomiste. Il est important surtout d'agir sur les jeunes, de leur inculquer une formation française. Le choix des professeurs et instituteurs devra être judicieux. L'autorisation d'enseigner non seulement subordonnée à la production d'un diplôme, mais également à une enquête approfondie sur les sentiments que le candidat nourrit envers la France. Les instituteurs et professeurs, ainsi que tous ceux qui, à un titre ou à un autre, s'occupent de la jeunesse, ne devront pas se contenter d'être neutres au point de vue national, mais devront être de fervents patriotes. Enfin, si le concordat est maintenu, il faudra exiger que les prêtres ne fassent pas de politique autonomiste ou antinationale. En ce qui concerne les pasteurs protestants, il sera nécessaire de surveiller de près leurs agissements, car beaucoup d'entre eux ont tendance à admirer les institutions allemandes. Fin de citation. Allant dans le même sens, un commissaire de la République conseille aux autorités de cibler l'épuration sur les pasteurs en particulier. Je cite, « J'attire votre attention sur des personnes investies d'un caractère d'autorité ou de fonction publique, comprenant dans cette religion soumise au concordat les ministres des cultes. » À lire de tels textes, on a bien l'impression que les gestionnaires de l'épuration font du clergé alsacien leur affaire personnelle. Il est vrai que les autorités françaises pardonnent mal à ce clergé son soutien partisan au mouvement autonomiste de l'entre-deux-guerres, ce d'autant plus que les pasteurs et les prêtres alsaciens sont des fonctionnaires de l'État, donc fonctionnaires de l'État. En tant que tels, les administrateurs de l'épuration ont tendance à les considérer comme des traîtres à la nation. Le mot revient invariablement dans les rapports administratifs et dans les procès-verbaux de police, de même que les termes fort élastiques de perfide, d'éléments vicieux ou encore d'opposants secondaires. Alors cette inflation de termes ne révèle pas seulement la mentalité des épurateurs en 1945. Le concept de trahison permet aussi de sanctionner sévèrement des pasteurs qui ne peuvent être condamnés ni pour des délits d'opinion, ni pour des actes effectifs de collaboration, tels qu'ils sont listés dans les textes de l'épuration. En effet, après Vichy, les lois de la République retrouvées ne reconnaissent plus la peine pour délit d'opinion. Ça, c'était un délit propre à Vichy. Quant aux actes effectifs
libération. Les textes stipulent pour l'Alsace, je crois que ce matin, monsieur l'avait cité ces textes, donc stipulent que ne peuvent être condamnés que des individus qui, je cite, se sont rendus coupables de dénonciation, ceux qui ont profité de l'occupation, soit pour conquérir des grades immérités dans l'administration, soit pour s'enrichir au détriment d'autrui. Or, je veux dire qu'à la vue des archives, aucun pasteur en Alsace n'a commis volontairement de tels actes. L'acte de dénonciation notamment. En tout cas, je n'ai trouvé aucune dénonciation émanant des pasteurs comme un motif de peine. Alors même au plus fort de la période de l'épuration, c'est-à-dire en 1948, le préfet du Bas-Rhin doit se résoudre à écrire la chose suivante au ministre de l'Intérieur, je cite, et ça rejoint ce que vous avez dit cet après-midi, beaucoup de pasteurs ne peuvent certainement pas être représentés comme des Français modèles. Les influences allemandes qui se sont exercées sur eux les ont fortement marqués. Mais, aux heures critiques, ils ne sont pas allés plus loin que des démonstrations de loyalisme verbal à l'égard de l'occupant. Ce ne sont donc pas des délits tangibles, donc des crimes contre une race, des crimes sociaux, donc contre une catégorie raciale par exemple. Donc ce ne sont pas des délits tangibles que les épurateurs peuvent juger en 1945, mais seulement des attitudes ou des comportements antinationaux. Au crime de lèse-nation, l'épuration donne un nom, l'indignité nationale, la peine prévue pour ce délit est la dégradation nationale, laquelle constitue d'ailleurs l'une des rares sanctions nouvelles dans la législation républicaine existante. La dégradation nationale atteint le condamné dans ses droits de citoyen, éventuellement dans ses biens, mais elle ne le prive pas de liberté. Ainsi que le remarque l'historienne Alice Monin dans son histoire de l'indignité nationale, cette sanction ne punit aucunement un délit, voire un crime, contre une catégorie sociale ou politique. Donc il faudra attendre, je fais un petit exercice, mais pour aussi montrer la relation des délits qu'on attribue aux pasteurs, il faudra attendre 1964 pour qu'une loi en France reconnaisse ce type de délit grave, les déclarant crimes contre l'humanité. Et il faudra attendre les décennies suivantes pour que la justice française condamne les auteurs de ces crimes devenus imprescriptibles, dont les plus connus en France sont Klaus Barbie, Toulier, Bousquet et Papon. Donc ce petit exercice pour montrer qu'ici on se situe dans une toute autre ligue que ce que l'on reproche aux pasteurs. En réalité, la trahison que les administrateurs attribuent au monde pastoral en 1945, c'est la permanence de son comportement au-delà de la libération. Les rapports des enquêteurs mentionnent souvent leur identification trop lâche à la France, ou encore leur même effort de sac politique. Ainsi, dans le rapport de 1946, l'indignité nationale ne les empêchera pas de reprendre leur activité, d'autant plus néfaste qu'elle sera sournoise. Les textes qui évoquent la sournoiserie du monde luthérien, perpétuant en douce la germanisation de la région après la guerre, sont intéressants à plus d'un titre. Car, au creux des portraits dépréciatifs des pasteurs, les rapports véhiculent très souvent des images types que l'on attribue aux Allemands honnis. Dans bon nombre de procès-verbaux, les luthériens d'Alsace sont perçus comme des Allemands et leur caractère intrinsèquement allemand les rendrait inaptes à partager les traits caractéristiques des Français, à savoir la droiture, le courage, le patriotisme, le sens de la raison. Avec les Allemands,
ces protestants ont partagé et partagent encore, je cite un rapport des renseignements généraux, la dévotion et la servilité envers des maîtres et manifestent de la sorte les manières rampantes des Allemands. Dans l'imaginaire des épurateurs, la trahison du monde luthérien n'aurait donc pas été uniquement celle de la collaboration objective avec l'ennemi, mais elle se manifeste aussi chez un individu qui ne s'est pas débarrassé d'une attitude, d'un comportement typiquement allemand, soit la manque de zèle, la raideur, la soumission à l'autorité. Certains rapports mentionnent, je cite, la ferveur envers l'Allemagne de certains pasteurs. Aux yeux des enquêteurs, ces adorateurs de Dieu adorent aussi l'Allemagne et se laissent aller à leur tempérament allemand en trahissant un sentimentalisme politique typiquement germanique. Selon l'accusation, c'est bien une imperméabilité aux traditions citoyennes héritées de la Révolution française, à savoir une opinion dépassionnée, raisonnante et discutante, qui pousse ces pasteurs alsaciens vers l'idolâtrie politique, ainsi que le souligne un rapport de commission de criblage. Dans cet exemple comme dans beaucoup d'autres, il est remarquable que les rapports d'enquête mobilisent des traits physiques et psychiques pour incriminer une personne. On dessine des manières, des gestes, une corpulence, une apparence, bref, un portrait charge de l'individu à punir. Donc la tare politique se lit dans les corps. Ainsi, croisant le politique et le physique, certains rapports de police décrivent les pasteurs incriminés comme, je cite un rapport des RG de Luxembourg, des êtres arrogants, des germanophiles qui se promènent encore fièrement en ville, exhibant de la sorte un complexe de supériorité. Ils manifestent une mentalité de caste. J'en arrive maintenant à la dernière partie de mon exposé, c'est-à-dire au vécu des pasteurs frappés par la peine de l'interdiction de séjour. Envers les pasteurs perçus comme des traîtres, les administrateurs proposent souvent la peine de l'interdiction de séjour sur le territoire alsacien. Alors on se demande pourquoi. C'est parce que l'éloignement répond à plusieurs objectifs au-delà de son aspect punitif. D'une part, les épurateurs lui assignent une fonction de rédemption. J'ai trouvé ce mot dans les archives, donc pas de réinsertion, mais de rédemption. De nombreux textes revendiquent en tout cas ce but, lorsqu'ils soulignent que les pasteurs déplacés hors d'Alsace apprendront à devenir de bons Français et de bons patriotes dès lors que l'interdiction de séjour les aura mis en contact avec les bons Français de l'intérieur. À ce rôle éducatif, attribué à la sanction de l'éloignement, il s'ajoute une autre intention, et celle-ci est de taille. C'est celle de désactiver à jamais les réseaux entre Alsaciens et Allemands, comme cela a été le cas dans l'entre-deux-guerres. À cet endroit, le poids du passé pèse lourdement dans les démarches des épurateurs. Alors nous savons, nous l'avons vu durant tout ce colloque, nous savons le rôle que bon nombre d'organisations et d'institutions allemandes ont joué après 1918 dans le but de re-germaniser l'Alsace redevenue française. Alors dans ces organisations, on retrouvait beaucoup d'exilés alsaciens, parmi eux des pasteurs, comme dans le Hilfsbund par exemple, dont le fils de pasteur Robert Ernst était un responsable. Alors des institutions comme par exemple le Wissenschaftliches Institut der Elsass-Lothringer im Reich avaient été créées spécialement pour maintenir le Deutschtum en Alsace et pour assurer des contacts politiques et financiers avec les autonomistes alsaciens pro-allemands. Ces organisations étaient en douce, officiellement, ces organisations étaient très impliquées
par exemple dans le financement des journaux autonomistes, comme le journal Die Zukunft, dans la diffusion de livres allemands en Alsace via les bibliothèques de paroisses catholiques et protestantes. Depuis l'Allemagne, ces organisations maintenaient des contacts étroits avec le monde luthérien d'Alsace. Et dans ce cadre, on sait le rôle actif qu'ont joué des gens comme Robert Ernst, et ça on le sait. Donc, en exilant vers la France de l'intérieur des pasteurs qui ont rêvé et qui rêvent encore de l'Allemagne, les gestionnaires de l'épuration française ont bien pu de couper leur connexion avec l'Allemagne. En réalité, très peu de pasteurs épurés purgent leur peine d'éloignement hors des départements d'Alsace. Nous l'avons aussi vu cet après-midi. En général, cette sanction est réservée aux pasteurs et leurs familles qui ont été très actifs dans les mouvements pro-germaniques. Parmi eux, peu seront d'ailleurs autorisés à revenir dans les deux départements, les préfets chargés des procédures de l'épuration émettant souvent des avis défavorables. On l'a vu ce matin justement dans l'intervention sur Berlin. Certains administrateurs le regrettent d'ailleurs parfois. Dans quelques rapports, les enquêteurs font mention de ces éléments intéressants du clergé dont la région pourrait profiter et dont d'autres départements profitent désormais. De fait, la plupart des pasteurs frappés par les mesures de l'éloignement restent en Alsace, mais ils sont relégués, nous l'avons vu encore là, c'est tout à l'heure, mais ils sont relégués dans de très petites communes reculées et souvent proches du département de la Moselle. En 1945, cette relégation géographique est considérée par les préfectures, je cite, comme une mesure de bienveillance par rapport aux sanctions souvent disproportionnées proposées par des comités de base dans les communes et les cantons. Mais en 1953, lorsque l'épuration touche à sa fin, certains administrateurs admettent que le déplacement dans une très petite paroisse a pu être considéré comme une sanction relativement grave. Les attributions de paroisses en Alsace, même pour les pasteurs épurés, obéissent en fait aux directives du ministère de l'Intérieur qui stipule, je cite, qu'en cas d'éloignement, le choix du domicile de résidence doit s'inspirer de considérations tenant compte de l'atmosphère politique des départements destinataires, ainsi que, dans une certaine mesure, d'un environnement dans lequel les intéressés ne se sentent pas trop étrangers. Il est intéressant de noter que même après leur levée de peine, de nombreux pasteurs épurés restent localisés dans de très petites paroisses en région rurale. Ces pasteurs sont souvent mutés par le directoire de l'Église dans les paroisses de l'Alsace Bossue ou en Alsace du Nord. En aucun cas, la paroisse d'un chef-lieu d'arrondissement leur est confiée. Les paroisses importantes sont confiées à des pasteurs jugés moins brillants qu'eux, mais éprouvés du point de vue national, selon la formule de l'époque. Cette politique au sein même de l'Église est pratiquée jusque dans les années 1950, en fait jusqu'à la fin du mandat de Höpfner à la présidence du directoire. Durant des années, ces pasteurs sont soumis à la surveillance étroite d'un service administratif créé spécialement à cet effet. Jusque tard dans les années 50, des agents de l'État, sous la houlette d'un certain monsieur Lazarus, sillonnent les paroisses où exercent les ex-épurés, font irruption dans les presbytères, somment les pasteurs de s'expliquer sur tels propos tenus dans leurs sermons ou sur l'utilisation de la langue allemande en cours de catéchisme. Après enquête, certains jeunes pasteurs voient leur nomination ajournée pendant des années. Parfois, les enquêteurs n'hésitent pas à se renseigner auprès des jeunes enfants. Le directoire de l'Église se plaint d'ailleurs de ces pratiques
auprès du ministre de l'Intérieur, comme par exemple le 11 mai 1953, quand il écrit « Il n'est pas nécessaire d'insister sur les graves inconvénients qu'il y a d'interroger les enfants eux-mêmes lorsqu'il s'agit de leur maître ou de leur pasteur. » Après leur déplacement d'office et leur mutation à des postes de peu d'envergure, bon nombre de pasteurs connaissent un réel désarroi. Beaucoup se sentent isolés et dégradés socialement ou humiliés par la perte de leur prestige de théologiens et de leur influence sur le monde protestant. Beaucoup ne retrouveront pas leur place dans la nouvelle société qui se dessine. Ce désarroi se lit par exemple dans une lettre de pasteur adressée au directoire le 6 mars 1946 au sujet de la langue à employer dans les cultes. On est étonné de la timidité de ce pasteur d'une petite localité proche de Fénétrange, lequel était connu pour sa verve d'orateur et pour sa prestance lorsqu'il était pasteur dans une grande commune près de Strasbourg avant 1945 et qui, dans sa lettre, prie humblement ses supérieurs de leur enseigner. Les rapports d'enquête évoquent fréquemment le manque d'assurance de certains pasteurs qui craignent de ne pas satisfaire au nouveau code. Un tel persiste ainsi en Alsace Bossu à enseigner le catéchisme et à célébrer les cultes en allemand, mais, selon le rapport des renseignements généraux, celui-ci, je cite, n'agit pas ainsi par hostilité à l'égard de la France, mais simplement à cause d'une connaissance imparfaite du français. Le temps finalement fait son œuvre. Bon nombre de pasteurs, les plus jeunes notamment, se fondent peu à peu à leur nouvel environnement. Il n'est peut-être pas inintéressant de noter que leur adaptation en milieu français passe très souvent par leurs enfants, qui sont socialisés dans un contexte purement français. Ces enfants font parfois leurs études à Paris plutôt qu'à Strasbourg. À travers leurs enfants, les pères acquièrent un nouveau regard sur la France, fort différent de celui qu'ils en ont eu eux-mêmes dans l'entre-deux-guerres, où tout, dans leur biographie, les avait éloignés de la France. Cette évolution fait dire à un enquêteur des renseignements généraux chargé de suivre la titularisation de quelques pasteurs, je cite, « Les pasteurs luthériens de la Ve République ont cessé de marquer leurs enfants par l'éducation allemande et ne font plus obstacle à l'avenir au processus d'intégration de leurs enfants dans la vie culturelle française. » L'enquêteur participe ici à un état d'esprit général vis-à-vis du monde ecclésiastique dans les années 50-60, lorsqu'il conclut son rapport par la proposition suivante que des mesures de clémence doivent être envisagées à l'égard des pasteurs dans le but de contribuer à raffermir le loyalisme de leurs enfants à l'égard de la France. En effet, à partir des années 50, lorsque la période de l'épuration s'achève, la politique du déplacement systématique des pasteurs frappés par l'indignité nationale s'assouplit nettement. En haut lieu, on craint même que la politique de déplacement ne desserve à terme les intérêts de la France. Dès le début des années 1950, un préfet du Baron redoute que les pasteurs déplacés dans les villages paysans de l'Allemagne, de l'Alsace Bossu et du Nord n'y perpétuent et n'y encouragent l'attitude déjà très germanique des habitants de ces régions. Pour lui, il est préférable de maintenir ces pasteurs dans les localités d'Alsace plus francophiles où ils seront neutralisés. Dans les années 60, la plupart des pasteurs déplacés retrouvent des postes dans des paroisses importantes. Cette politique de replacement est souhaitée tant par le gouvernement de Paris que par le directoire de Strasbourg, notamment sous l'influence de son nouveau président à partir de 1954, Étienne Jung. Je termine.
Comme l'exprime un rapport administratif de 1956, on estime en haut lieu que cette politique est désormais d'autant plus souhaitable que les pasteurs ont, je cite, visiblement cherché à faire oublier leurs errements passés et que, je cite encore, une politique d'affaiblissement de l'Église trop rigide en Alsace ne profitera qu'aux seuls éléments irréductiblement hostiles à notre pays. Les noms de ces irréductibles ont été cités par Marc Linhart tout à l'heure. Alors, je voulais m'arrêter ici, mais comme M. Huberfil parlait d'une épuration injuste, je conclue mon exposé. Pour conclure mon exposé, je peux dire que les historiens de l'épuration s'accordent dans leur ensemble à voir la besogne de l'épuration française comme une œuvre assez réussie. En se basant notamment sur les chiffres des sanctions et des condamnations sur les territoires de France, la plupart de ces historiens ont conclu, et moi avec eux pour le cas de l'Alsace et des pasteurs, que l'épuration française a été sévère sans avoir été impitoyable. Nous contrebalançons ainsi tous les mythes durables qui se sont établis autour de cette période de l'histoire, depuis la légende noire des excès de l'épuration, souvent véhiculée par la droite politique, jusqu'au récit du laxisme de l'épuration. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Donc il nous reste 5 minutes pour des questions. Merci beaucoup pour cet exposé qui m'a touché, qui m'a intéressé. Moi-même, j'ai reçu la visite de M. Lazarus à Kirchwiller en 1963, qui m'a demandé pourquoi j'avais appelé mon fils Fritz. Il paraît, et là, on est peut-être au bord de la légende, il paraît que M. Lazarus, qui est allé bien sûr ailleurs, aurait aussi regardé s'il n'y avait pas trop de livres allemands dans la bibliothèque. Vous avez trouvé des traces de ça? Et en tout cas, il m'a demandé autre chose encore. Mais je voulais dire qu'à côté de Kirchwiller, il y a Schillersdorf. Et à Schillersdorf, le pasteur ne célébrait que rarement en français. Et du coup, il s'est mis, quand il n'a pas été titularisé après cette visite, et du coup, il s'est mis à multiplier les cultes en français. Et du coup, les vieilles femmes de Schillersdorf venaient au culte. Ils n'y comprenaient rien en disant « Il faut que notre pasteur soit titularisé. » Voilà. Oui. En 1945, tu as dit dans ta conférence qu'il aurait été possible que le Concordat saute. Si le Concordat avait sauté, on aurait été dans le régime de 1905 et les églises auraient été maîtres de la discipline qu'elles voulaient faire régner en leur sein. En maintenant le Concordat, est-ce que nous n'avons pas donné à l'État un pouvoir excessif de surveillance générale? Et dans toutes les positions que tu viens de décrire, en fait, c'est peut-être même encore plus grave que ce que je soupçonnais, cette emprise de l'État sur cette Église. Et ça durera au-delà de l'année 53, parce que finalement, le directoire n'aura pas du tout la possibilité de nommer quelqu'un dans une autre paroisse. Ils le font certes, mais l'État l'approuve. Et pour la titularisation, c'est pareil. Moi, je connais encore des cas au milieu des années 50 où des pasteurs ont demandé 6, 8, 10 titularisations post qu'ils n'ont pas reçues. D'où ma question, je ne sais pas, tu pourras me répondre en me donnant tout simplement ton opinion. Est-ce qu'on avait vraiment tellement intérêt à ce que le statut concordataire persiste?
une question, mais je pense que donner le rôle de l'éducation à l'État avec une justice de l'État et une forme de l'État, c'est quand même aussi une protection contre tous les excès que l'Église elle-même aurait pu avoir aussi. Mais en ce qui concerne le maintien du Concordat ou pas, comme c'est une question théologique, je n'en sais trop rien. Il y a une demande de oui, alors personne. Il reste deux questions. J'ai vu encore deux bras levés, celui de Jean-Claude Duchesne et un dernier là-haut, Pierre Consarel. Christine Becker, j'ai été extrêmement intéressé par votre exposé. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà lu. Et donc, merci d'avoir exploré tout cela. Mais je reste quand même troublé par votre affirmation concernant le refus d'accès aux archives du directoire. Parce que ce fait, d'ailleurs, il vous cite, est mentionné dans le livre de Michel Lequel. Je me demandais déjà sur quelle base j'allais pouvoir reposer. Nous sommes ici présents 3 présidents successifs qui représentent 26 années de directoire et vous êtes historienne, donc normalement vous devez pouvoir documenter quand avez-vous écrit à un des 3 présidents ici présents et quelle réponse avez-vous reçue à quel moment. Il y en a un troisième qui arrive. Le troisième. C'est un thématique qui n'est pas si grave que ça. C'est quand même embêtant parce que on a le terme d'omerta qui vient autour. Je Jean-François Collange, je pense qu'il y a un président. Mise en cause, indirectement mise en cause. Vous avez parlé de M. Juncker, qui effectivement a exercé les fonctions de secrétaire général au moins en ce qui concerne entre 2003 et 2013. Je n'ai aucune. Alors, vous avez peut-être raison. Avez-vous écrit au président pour lui demander? Au président, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Dans l'institution, j'ai écrit au directoire. Non, mais le directoire, ça n'existe pas. C'est écrit au président. Non, mais je dis, vous écrivez au secrétaire général, vous écrivez au président. Vous demandez à être reçu. Si vous avez une réponse qui ne vous convient pas, ce que je vous paraît évident, vous demandez à moi, l'autorité supérieure, et à défendre votre point de vue. En ce qui me concerne, je n'ai aucun souvenir, mais je peux. L'oubli existe dans ma tête. Dans les 20, nous sommes je pense que c'était. Quand est-ce qu'elle était quand? Quelle année? Mais je ne sais plus Juncker, c'était quand? Juncker a pris sa retraite en 2013. Bon, ça devait être dans les années 2007, 2008, 2011. C'était les fonctions. J'aurais été fort heureux de vous rencontrer. J'ai entendu un témoignage et une question théologique. Mais je vais commencer par la question théologique. Alors, on écoute Jean-Claude Duchesne pour la dernière question. Une question théologique, peut-être pour un prochain colloque. J'aimerais poser la question: qu'ont fait les luthériens durant cette période si difficile d'un pilier de la pensée luthérienne, à savoir la doctrine des 2 règnes? Je sais, c'est vaste. Et puis un témoignage. J'ai la chance d'être né après-guerre et j'ai été nommé pasteur à Forbach en Moselle en 1984. J'étais à peine installé dans le presbytère que je reçois une convocation à la sous-préfecture. C'était à côté du presbytère. Je suis reçu par un monsieur qui s'appelle Schwartz et qui, la première chose qu'il me dit: vous portez un nom allemand. Je lui ai expliqué que mes grands-parents étaient allemands, qu'ils avaient été déchus de la nationalité allemande et expulsés parce qu'ils ne chantaient pas comme les autres. Et qu'ils ont été donc, sont rentrés en France, ont pu travailler, enfin voilà, j'en passe. Première question: êtes-vous ouvert aux influences françaises? Je n'oublierai jamais ce jour, c'était à 17 ans. Êtes-vous ouvert aux influences françaises? Alors je me suis dit, peut-être veut-il que je lui parle du siècle des Lumières, des philosophes des Lumières, peut-être voudrait-il entendre quelque chose sur l'existentialisme,
philosophie de la déconstruction, puisque j'étais à peu près... Alors il m'a regardé les yeux écarquillés, et il a compris que j'étais pas très content. Ensuite, il me dit, quelle langue parlez-vous au catéchisme? Alors là, ça m'a monté au nez, je lui ai dit le russe. Alors il a compris qu'il y avait un petit problème, je lui ai expliqué moi. Alors il m'a expliqué, en sortant un papier presque jauni, ce sont des questions que l'on posait aux pasteurs qui ont été nommés en Moselle. Et il finit par me dire, il n'y a plus de micro là. Oui. est-ce que vous avez commis quelque chose pour être nommé à Forbach? Alors, on peut en rire, bien entendu, mais signe quand même que cette idée reçue et convenue que le monde luthérien serait plutôt germanophile, et je le suis d'ailleurs. Ma bibliothèque, la moitié de mes livres sont des livres en allemand. Enfin, c'est pas parce que les germanophiles qu'on serait, comment dirais-je, adepte du système de la NSDAP. Voilà, un témoignage. Donc la question théologique, la doctrine est devenue. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si c'était une question, mais je ne pense pas qu'elle s'adresse vraiment à vous, puisque vous n'êtes pas théologienne. Donc, voilà. Donc on va peut-être mettre un terme à cette partie. Il y a eu un aspect un peu récréatif avec l'aspect c'est amusant de l'intervention de ces lettristes, mais amusant parce que c'était à ce point-là surréaliste cet entretien que c'est intéressant qu'il ait été mentionné. Et donc on va passer